Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce mardi soir, il est 20h sur Watch TV comme toutes les semaines ou presque, on est en direct pour iWeek. iWeek c'est toute l'actu Apple en live, Apple et l'écosystème, c'est important de le préciser. On se retrouve pour la première fois en 2015 après un début d'année un peu agité, vous l'avez remarqué, avec évidemment les événements de Charlie Hebdo. On va d'ailleurs dédier cette émission à notre ami Bernard Maris, à qui on pense très fort ce soir, et puis après le CES que vous avez pu suivre en direct sur Watch TV, la seule chaîne de télé française à vous avoir proposé un direct quotidien depuis Las Vegas, et ceci en partie grâce à l'un de nos trois amis de ce soir que je salue en premier, et pour cette raison express, c'est Grégoire Martinez qui est en bas à droite de l'écran. Salut Grégoire. Et voilà, tu n'as pas rouvert ton micro, Grégoire. Ah, un coup de fouet. Je le rouvre à chaque fois, pour une fois j'ai oublié. Voilà. Bonsoir à tous. Ça va, Benjamin ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Ravi de te retrouver pour iWeek. Moi aussi. Comme en 2014. Comme en 2014, exactement. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne changent pas, et on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Je vais saluer nos deux autres amis, en commençant par celui qui est juste au-dessus de toi. Grégoire, c'est Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Très bonne année à tous. Meilleurs vœux et plein de bonnes choses. Et à toi aussi, on est très content de te retrouver dans iWeek comme quasiment toutes les semaines. Il y a un autre fidèle de l'émission qui est à côté de toi, de moi, de nous, juste en dessous de moi là. C'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Salut, je peux chatouiller sous les bras là, t'as vu? Vas-y. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche. Salut les petits clous. Salut Guillaume, c'est super de te retrouver aussi. Mais ouais, ça fait plaisir, effectivement, après tous ces tristes événements. Et on va éviter de trop y penser, et puis on va essayer d'avancer. C'est la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Exactement, on va essayer de passer une heure sympa ensemble. On va passer en revue l'actu Apple. Vous qui nous regardez, qui nous faites l'amitié d'être au rendez-vous comme tous les mardis soirs, souvenez-vous, vous pouvez participer, vous pouvez interagir, vous pouvez nous interpeller aussi avec le hashtag iWeekTV que vous voyez en bas de l'écran. Profitez-en, les tweets arrivent en direct. Il y a déjà du monde. Hein. Johnny Eliou nous dit c'est parti pour iWeekTV. Bonsoir à tous. Il y a déjà du monde, et il y a les fidèles qui sont là. Je sais qu'ils se sont manifestés ces dernières heures, et on avait tous très envie d'y retourner comme on dit. Alors on va évidemment aujourd'hui consacrer l'émission à deux grands blocs. Hein. On va évidemment commencer par l'actu des dernières heures, et puis on va pas se priver, on va revenir aussi un peu sur le CES de Las Vegas, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'annonces qui concernent l'écosystème Apple, que ce soit iOS ou OS 10, et on profitera sans doute, cher Grégoire, de ton expertise d'envoyé très spécial à Las Vegas. Il y a certains de ces produits que tu as peut-être croisés, et donc tu pourras peut-être nous dire ce que les experts Las Vegas. Exactement, les experts Las Vegas. C'est ça. Exactement, les experts Las Vegas, c'est sur Watch TV. On va se retrouver dans un instant pour le début, le vrai de cette iWeek, premier numéro de 2015. Voilà, je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais ce jingle décoiffait très très nettement. Alors on va commencer cette émission par prendre à bras le corps une rumeur qui tourne à nouveau depuis quelques heures. Elle concerne la date hypothétique de la prochaine keynote Apple, de cette conférence qui devrait, on va dire, nous donner toutes les infos sur le lancement de l'Apple Watch. Alors on avait parlé avant de se quitter à la fin de l'année 2014 d'un lancement autour de la Saint-Valentin.
Bon, c'est plus du tout une hypothèse réaliste. Je me tourne vers Ellie qui est directement concernée, parce qu'on va le rappeler, Ellie, tu es revendeur Apple, hein, donc tu attends fébrilement de savoir ce qui va se passer. Absolument. Et en plus, de plus en plus inquiet au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, parce que on n'a absolument aucune information d'Apple concernant le lancement d'Apple Watch. Et c'est pas qu'ils veulent pas nous la donner, mais je pense qu'Apple France, pour l'instant, ils savent pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu dis que tu n'as pas d'informations. Quelles sont les hypothèses que tu retiens, toi, pour l'instant? On sait qu'elle va arriver au printemps. On sait qu'elle va être distribuée de façon un peu différente que les autres produits Apple. Alors, si nous sommes optimistes, on allume des cierges depuis le jour de l'annonce pour espérer la distribuer. Je parle évidemment des revendeurs Apple et des APR que nous sommes. On est quasiment sûr que les Apple Store l'auront. On est quasiment sûr que des magasins très tendance de style Colette l'auront aussi. Évidemment, pour nous, c'est un produit très majeur. Hein, donc, ouais. Attends, tu dis on est quasiment sûr que les Apple Store l'auront. Les Apple Store l'auront, ça fait aucun doute, non? Bien sûr. Non? C'est pas forcément évident sur le canal de distribution. Peut-être qu'Apple, justement, pourrait taper plus sur des partenariats avec des boutiques de montres et autres que de miser sur les Apple Store directement. Peut-être dans un deuxième temps, mais c'est pas totalement incongru. Hein. Que l'Apple Watch soit pas vendu chez Apple dans un premier temps. Je dis pas qu'elle... Enfin, je dis pourquoi pas. Après, je ne suis pas dans les petits papiers d'Apple, mais sachant qu'aujourd'hui, les partenaires... Enfin, ce qu'ils ont commencé à taper, c'était plutôt... On a vu qu'on en a déjà parlé, c'était plutôt le marché du fashion, etc. Colette, effectivement, on a parlé, ça fait partie des boutiques qui pourraient être dans les premiers partenaires. Évidemment, en même temps, je dis ça, je titille. Évidemment, on peut se douter quand même que probablement les watches seront disponibles dans les Apple Store. Mais... Oui, ça reste quand même un accessoire de l'iPhone. C'est un accessoire de l'iPhone, oui, donc après, ça serait logique. Moi, il y a une inconnue, surtout, c'est l'Apple Watch en or. Est-ce qu'ils vont vraiment se permettre de la vendre dans les Apple Store? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sera un produit très select, comme des conditions très particulières? C'est pas impossible aussi. Ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce que nous dit Apple, sans nous dire qu'on l'aura ou pas, c'est que les canaux habituels ne l'auront pas forcément, et là il parlait de la grande distribution, parce qu'ils estiment que l'Apple Watch est un produit qui doit être montré et expliqué. C'est un peu comme l'iPad en 2010, et c'est ce qui me fait être un peu optimiste, c'est que si vraiment l'Apple Watch doit être expliqué, le concept, la communication avec l'iPhone, etc., ils ont besoin de gens qui savent de quoi ils parlent. Et là, évidemment, il y a les Apple Store, mais il y a nous. Espérons. Il y a un point important aussi en rapport avec ce que tu dis, Ellie, c'est que pour pouvoir faire cette démonstration dans de bonnes conditions, Apple a apparemment prévu de livrer les points de vente, dans les points de vente, on va dire non seulement le kit complet, mais carrément la table qui va servir à faire les démos, c'est ça? Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait être un tout petit peu optimiste, c'est que cet été, on a reçu un avenant en contrat de distribution qui dit qu'Apple peut, s'il le souhaite, modifier l'aspect de nos boutiques et inclure des nouveaux mobiliers pour une nouvelle catégorie de produits. Et à l'époque, évidemment, on se disait, mais de quoi ils parlent? Et là, évidemment, ils ne disent toujours pas de quoi ils parlent. Mais en tout cas, le contrat leur permet de le faire. Et donc, est-ce que ça pourrait être le même type de table que celle qu'on avait vue chez Colette au mois de mars? Non, je dis une bêtise, je sais plus. Non, septembre. Oui, pardon, excuse-moi, je suis déboussolé. C'était en septembre. Donc une table en fait dans laquelle on avait sous une plaque de verre tous les modèles d'Apple Watch, à la fois hommes et femmes. Avec les différents types de bracelets, qui étaient deux rangées comme ça en ligne droite. Le problème, c'est qu'on peut pas les toucher si elles sont sous une vitre. C'est ça. Ouais. Mais au moins, on peut toutes les voir. On peut toutes les avoir. Voilà. Ouais, mais c'est pas dans la philosophie d'Apple de juste présenter un produit, de le mettre sous verre. En fait, tu vas dans les boutiques, les Fnac, etc. L'un des premiers trucs, et là, c'est pour en faire de la vente, pour en faire la formation des vendeurs, on a toujours dit, il faut que les clients puissent toucher le produit. Il faut qu'ils puissent le manipuler pour qu'ils puissent le comprendre. Ouais. S'ils le font pas, ils vont pas pouvoir, effectivement, comprendre forcément l'intérêt de la machine. C'était vrai pour les Macs, c'était vrai pour l'iPhone. Et c'est pour ça que quand tu vas dans un Apple Store, finalement, tout est accessible. Alors, il y a des systèmes de sécurité, mais tout est accessible directement, libre accès. À la limite, je pense qu'Apple préfère même perdre quelques produits plutôt que se dire
non, enfin, voilà, je pense qu'ils veulent vraiment donner l'accès à l'appareil. Ça risque d'être peut-être compliqué pour les montres, mais je pense qu'ils ont de toute façon travaillé là-dessus pour pouvoir le permettre. Ça, c'est sûr. Ça veut dire. Je suis persuadé qu'il y aura les deux, hein, parce que quelque part, c'est très important qu'on voit l'ensemble du catalogue, les bracelets, etc. Donc, il y aura certainement une table ou un meuble, et ensuite, il y aura des produits de démo. Ça veut dire que en fait, le mobilier qu'on a vu chez Colette était vraiment lié au fait que l'Apple Watch était encore en cours de développement, qu'ils voulaient la montrer, mais sans que les gens l'aient en main et puissent faire n'importe quoi, entre guillemets, avec. Oui. C'est pas le mobilier qui sera le mobilier définitif, c'est ça que tu veux dire, Ellie? Oui, et en plus, bon, en tout cas, s'il devait être adapté à notre canal, il serait blanc, pas couleur bois clair, puisque la charte graphique Apple dit que les produits Apple sont présentés, chez nous en tout cas, dans des tables blanches ou dans des benches blancs. Absolument. Alors, si on en parle à nouveau ce soir dans iWeek, c'est parce que y a toute une série de papiers qui ont commencé à ressurgir ces dernières heures. Alors, on aurait pu citer quasiment tous les sites français, dont MacPlus et Gilles Dounès, son directeur de la rédaction, qu'on embrasse ce soir et qui est privé d'internet, donc on pense à lui. Voilà, l'un de ces papiers, c'est sur Mac Forever. Et donc voilà, une hypothèse de date pour cette keynote de lancement effectif enfin en tout cas d'annonce de la date du lancement. On va être prudent de l'Apple Watch. On parle du mardi 24 février. Alors c'est vraiment qu'une hypothèse. Il n'y a aucune sorte de confirmation évidemment du côté d'Apple. Est-ce que ça vous semble plausible donc de se placer dans un peu plus d'1 mois pour la conférence qui nous donnera les infos sur le lancement? C'est-à-dire que ce sera encore une autre date sans doute. Moi, ça me semble un peu tôt. Moi, j'avais entendu une dispo fin mars, hein, donc ça ferait presque 1 mois avant. Et un peu tôt par rapport à la date de lancement effectif, c'est ça? Oui. Pourquoi trop tôt? Parce qu'il faut aussi que les gens, je sais pas, il faut pas continuer à faire monter entretenir l'intérêt tout en faisant monter la température? En même temps, en le faisant le 24, l'avantage c'est qu'on est juste avant le salon de Barcelone, le grand salon dédié au mobile, le Mobile World Congress qui aura lieu la première semaine de mars. Et donc, ça peut laisser penser que si on a toutes les infos sur la montre, tous les produits et toutes les montres connectées qui vont être annoncées là-bas seront comparés à l'Apple Watch. Donc, c'est à la fois risqué, et à la fois une bonne chose, parce que ce qui va se passer, c'est que soit Apple a un produit qui est vraiment nouveau, qui est abouti, et donc le comparatif sera bénéfique pour l'Apple Watch, soit c'est le contraire, et là pour le coup c'est, pour parler clairement, un peu casse-gueule. Ouais. Bah, je crois qu'en fait là-dessus, il faut pas se leurrer. Apple, les conférences des autres, ils en ont rien à carrer. Ouais. Donc, oui, grosso modo, je dis pas le contraire, mais la presse. Sauf s'ils peuvent les court-circuiter. Oui, s'ils peuvent les court-circuiter, mais même là, pour le CES, ils n'ont pas fait le gros truc. Mais la presse va obligatoirement faire le comparatif, Guillaume, si tu veux. Si l'Apple Watch, si on a tous les détails sur l'Apple Watch une semaine avant l'annonce des montres connectées d'HTC et des nouvelles de Samsung et tout, on va obligatoirement faire le comparatif. Mais tu crois qu'Apple, ça les intéresse vraiment d'avoir un comparatif? Ils s'en foutent. La chose, c'est la même chose. Non. Laisse-moi finir. Apple ne marche pas au rythme de l'industrie. Apple fait les choses à son rythme et ils ne font pas en comparaison de ce que fait les concurrents. Rarement, on va dire. Mais rarement. Bien sûr, je tempère parce que, par exemple, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il ne fallait jamais de tablette 7 pouces, ils en ont sorti une au final. Ouais, puis on va en reparler. Ils regardent un petit peu comme ce qui se passe, les grands téléphones. On va en reparler des tablettes, on va en reparler. Mais quand même, dans l'ensemble, ils font quand même plutôt à leur rythme. Et depuis quelques années, par exemple, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de participer au Macworld et autres, qu'ils ont arrêté les gros salons, c'est pour ne plus se voir imposer un rythme par les autres constructeurs. Ils font à leur rythme. Alors, je ne dis pas que c'est tort, hein, c'est peut-être vrai aussi que ça peut les intéresser de dire on court-circuite un peu les salons, etc. Mais c'est pas forcément non plus leur façon de penser. Je dis pas qu'ils le font pas, mais je dis pas que c'est forcément leur façon de penser. En revanche, mon idée, si tu veux, c'est pas de dire qu'ils vont court-circuiter ceux qui vont annoncer leur montre là-bas. C'est de dire que si jamais les comparatifs qu'on fait parce que l'Apple Watch n'est pas assez abouti ou parce que je ne sais quoi ne sont pas à la faveur d'Apple, ça va leur faire une très mauvaise pub 3 semaines avant le lancement. Et donc c'est risqué quand même. Il y a quand même un risque. Bon, c'est pour eux, le risque n'est pas là, à mon avis. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, le but numéro 1, c'est d'abord de suivre leur propre calendrier, ça on est tous d'accord. Mais c'est vrai que si au passage, ils peuvent faire de l'ombre à tout le reste de l'industrie, eh ben, ils s'en privent pas. C'était arrivé une année, je me souviens... Quand ils ont annoncé l'iPhone, c'était absolument, en plein CES, quoi. Hein. Absolument. Et je m'en souviens parce que j'étais au CES cette année-là, et je peux te dire que la moitié des journalistes qui couvraient le CES, ils ont fait la première journée et ils ont tous pris l'avion
de Las Vegas pour aller à San Francisco pour la keynote de évidemment, ils ont complètement court-circuité le CES cette année-là. Donc là, je peux dire qu'il y a eu un grand vide au CES. Voilà. Et c'était sans doute un peu fait exprès aussi. Apple aurait très bien pu faire ça la semaine d'après. Voilà, ça est possible. Bien évidemment. Pour un lancement en juin aux États-Unis en plus. Donc il y avait vraiment de la marge. Bon, de toute façon, qu'ils en parlent ou pas, le World Congress de cette année, tout le monde va parler de l'Apple Watch. Hein, ça, c'est clair. C'est probable, c'est très probable. Donc 24 février, toi Elie, tu penses que c'est un peu tôt? Tu vises plutôt début mars? Oui, entre la première quinzaine de mars pour une disponibilité entre le 20 et le 27 mars, c'est ce qu'on avait entendu. Maintenant, le 24, moi ça me va, c'est 3 jours avant mon anniversaire, tout va bien. Bon, ça vous dit quoi, 24 février, vous mettriez une pièce dessus, les garçons, ou pas? Il y a quand même quelque chose qui me gêne avec cette date, c'est qu'accessoirement, c'est la date d'anniversaire de Steve Jobs. C'est la date d'anniversaire de Steve Jobs pour un Apple qui veut couper les ponts et aller de l'avant, c'est quand même pas très. Bah en même temps, avec ou sans keynote, ça reste l'anniversaire de Steve Jobs. Hein, Oui, mais après, je pense que là-dessus. Mais faire la keynote le jour de l'anniversaire de Steve Jobs, si tu vois ce que je veux dire, c'est pas un hasard, quoi. En même temps, ils se sont pas dit. La veille de sa mort, c'était pas forcément une bonne idée non plus, donc voilà. Non, mais il y a pas de bonne date de toute façon. Je pense que là-dessus, effectivement, ils pouvaient taper. Je pense qu'il faut pas oublier un truc aussi, c'est que s'ils doivent réserver des salles de conférence et autres, ils ont peut-être aussi pas forcément s'il y a des salons qui ont réservé des emplacements genre 1 an avant ou 2 ans avant, des fois ils ont peut-être moins le choix sur les disponibilités pour réserver une salle Moscone Center ou je sais pas lequel pour un événement particulier. Donc il y a peut-être pas non plus que les dates d'anniversaire ou des dates qui peuvent les guider. Il y a peut-être aussi juste des problèmes de réservation de salles qui peuvent poser problème. Ouais. En tout cas, moi, j'ai une idée. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le fret aérien, regardez quand est-ce que toute la flotte de 747 du monde a été bloquée pour les prochaines semaines. Et puis là, vous savez quand est-ce qu'il va y avoir des départs de Chine. Alors, Elie, c'est une théorie que je suis d'accord sur cette théorie pour les iPhones, par exemple, pour le lancement des iPhone 6. Pour le lancement des Apple Watch, qui sont, à mon avis, qui seront produits en beaucoup moins de quantité que les iPhones, parce que je pense pas qu'Apple attende le même succès sur ce marché que l'iPhone, parce que c'est un marché en devenir, on va dire. Je ne tablerai pas là-dessus pour faire les prévisions pour la date de lancement de l'iPhone 6. Ouais. Bon, en tout cas, on va suivre ce qui va se passer dans les prochains jours, évidemment. Si vous avez une date en tête concernant cette keynote de l'Apple Watch, envoyez-nous un petit tweet avec le hashtag iWeekTV. Vous êtes déjà assez nombreux à réagir. On va saluer Titou. Oui, on va parler du MacBook Air 12 pouces dans un instant, bien sûr. On va saluer Gareth, qui apparemment découvre iWeekTV. Et oui, c'est toutes les semaines, le mardi, de 20h à 21h, le plus souvent en direct, sauf quand la console son crame, comme la semaine dernière. C'est ce qui a expliqué qu'on n'a pas pu faire l'émission. On vous demande de nous en excuser, évidemment. L'autre sujet de cette keynote, messieurs, parce qu'on ne parle que de Attends, il y a Gareth qui dit un truc très intéressant. Il dit tout à fait d'accord avec les arguments de GG. Je m'arrête là. Voilà. Évidemment. Merci Gareth. Tu pouvais pas ne pas relever ce tweet, voilà. Évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux questions. La première concerne la date de cette conférence. La deuxième concerne quand même son contenu, parce que beaucoup de gens pensent que les infos sur le lancement de l'Apple Watch pourraient être couplées avec l'annonce du fameux MacBook Air 12 pouces dont on parle depuis des mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense pas qu'Apple va mélanger. On sait pas, c'est pas évident. Effectivement, il peut faire des événements séparés, il peut faire un événement unique. Ça dépend totalement de ce que c'est que le MacBook Air 12 pouces en fait. Si c'est un MacBook Air ou si c'est aussi l'iPad 12 pouces, si c'est une seule machine, on sait pas. Ah, pour toi, ça pourrait être une seule et même machine? Il y a une théorie là-dessus qui circule, qui dit que ça pourrait être en fait effectivement une seule et même machine. Intéressant, parce qu'on va parler de l'iPad Pro là, dans un instant. Avec un stylet. Ah oui, alors bon, on y vient tout de suite. Ça j'y crois moyennement, mais ok. Bon, alors d'abord... Il va se retourner dans sa tombe s'il a un stylet. D'abord, question de base, est-ce que vous pensez que la prochaine keynote sera uniquement consacrée à l'Apple Watch ou pas? Oui ou non? On sait pas. J'en sais rien. On ne sait pas si ce sera la prochaine, mais en tout cas, je parie qu'ils ne mélangeront pas. Grégoire? Non, franchement, je sais pas. D'accord, tu passes ton tour. Bon, si vous avez un avis, iWeekTV via Twitter, c'est le hashtag pour participer, interagir avec nous. Alors, ce MacBook Air 12 pouces, et oui, c'est vrai, on parle aussi d'un iPad Pro,
Alors, moi, je suis assez dubitatif sur le terme. Je suis pas sûr qu'Apple l'appelle comme ça. Non, non, iPad Pro, non. Hein, ça fait trop niche, j'ai l'impression. En tout cas, c'est apparemment dans les tuyaux. On parle donc d'un écran de 12,9 pouces. Je sais pas s'il y a une manière d'être un peu sûr de cette info-là non plus. Voilà. En ce cas-là, on pourrait dire 13 pouces pratiquement, voilà. Hein, parce que 12,9... Comme d'habitude, on sait pas grand-chose. Et puis alors, la grosse interrogation maintenant, et ça fait rire beaucoup de gens, c'est avec ou sans stylet. Alors, sur le stylet, il faut quand même se rappeler qu'en 2007, quand Steve Jobs a présenté l'iPhone justement en plein CES, on en a plein des stylets. Il commence à présenter l'iPhone et il arrive. T'as raison, moi aussi j'en ai plein. Gratuit. Voilà. Il arrive sur l'interface qui va servir à utiliser le téléphone, et donc il passe en revue ce qui existe, le clavier, non, c'est pas assez smart, et le stylet, et là il fait Burk, nobody wants a stylus. Yark, ouais. C'est ça. Stylus, donc tout à fait. Quand même un truc qui va pas. Il privilégie l'interface naturelle, on va dire. C'est ça. Bon, après, on voit que le stylet marche très bien chez Samsung, hein, donc pourquoi pas. Hein. Non, alors moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que pendant des années, Samsung s'est moqué d'Apple en disant mais nous on a un stylet et pas vous. Donc si maintenant Apple sortait un stylet, ça voudrait dire Samsung a raison. Mais ça, j'y crois. Non, moi je pense que de toute façon, le Galaxy Note de Samsung qui a un stylet marche très bien. Eli, si Apple a sorti un iPhone 6 Plus, c'est uniquement sur la base du succès du Galaxy Note. Évidemment. Et le non, Galaxy des grands Note, smartphones. Des grands smartphones, pas des Galaxy Note. C'est pas parce que tu vois écrire. Non, mais attention. Je pense que c'est les grands smartphones qui ont marché. C'est pas le fait qu'ils aient un stylet qui est plus les gens. Ce qui leur plaisait, c'est. Bien sûr. Attends, faut pas se leurrer. Ce qui leur plaisait, c'est pouvoir naviguer sur Internet, etc. Le stylet, en réalité, peu de gens l'utilisent sur les Galaxy Note. C'est pas vrai. Je pense. C'est pas vrai du tout, Guillaume. C'est pas vrai. Ah, non. Pose la question à ceux qui l'ont adopté. C'est pas vrai. Ok. Alors, il utilise la première semaine. Mais ce que je voulais dire par là, non, ce que je pense, c'est que malgré tout, ça reste relativement restreint comme marché par rapport au marché du smartphone en général. Et je pense qu'en plus, il y a des accessoires aujourd'hui qui existent en termes de stylet qui seraient largement assez fonctionnels pour compenser l'absence d'un stylet aujourd'hui sur un iPad d'une taille quelconque. Et en plus, je vois pas pourquoi Apple sortirait un stylet que pour cette tablette. Dans ce cas-là, autant le sortir pour tous les appareils. C'est l'une des théories aussi qu'on voit pas mal ces dernières heures, c'est que ce stylet qui serait donc apparemment optionnel parce qu'il serait vendu en plus de l'iPad, il n'y a pas de petits bénéfices, pourrait servir effectivement à d'autres produits à venir sans doute, mais en tout cas à d'autres produits. Ou existants. Il y a quand même autre chose. Ou un iPad Air 2, oui, c'est vrai, ou pourquoi pas. Quand tu vois le nombre de stylets commercialisés par Wacom, par je ne sais qui, pour iPad, pour iPhone, s'il y en a tant que ça doit quand même vouloir dire qu'il y a un marché. Il y a un moment où s'ils en vendaient pas, ils arrêteraient. Hein. Bon, ouais, mais est-ce que c'est un marché on va décréter un truc, c'est que si t'as pas une meilleure connexion, d'abord t'as plus le droit de parler. Je plaisante. Juste un petit truc. J'ai répondu à Titou pour lui expliquer la raison de ma mauvaise connexion. Tu t'es fait charrier déjà, d'accord, je l'avais pas vu. Ok. Oui, mauvaise qualité de webcam Grégoire FR, c'est pas avec un appareil Apple, j'espère. Bah si, c'est avec un MacBook Pro Retina. Voilà. Bon, il y a pas mal de gens intéressés par un MacBook Pro 12 pouces. Alors moi, je me pose toujours quand même la question de la pertinence de ce nouveau MacBook Air dans la gamme, vu qu'il y a déjà un 11 et un 13. Justement, tu nous en as en fait. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent faire une machine plus compacte avec une machine aussi compacte avec un écran plus grand? Est-ce qu'ils peuvent faire une machine comme le 11 pouces, on va dire, mais avec un écran plus grand? Est-ce que c'est jouable ou pas? Voilà, c'est les fameuses images photoréalistes qu'on a vu circuler au début du mois de janvier. Oui, il n'y a plus de port de connexion du tout, tellement. Exactement. Oui, l'un des problèmes, c'est qu'on peut plus mettre un seul connecteur, Eli. C'est ça. En fait, dans les photos qu'on a vues, qui ont été soi-disant diffusées dans la presse, et à chaque fois je t'arrête tout de suite, c'était des concepts, c'était indiqué que c'était des proof of concept, ça n'a jamais été des vraies photos. Hein. C'est vrai, mais dans l'épaisseur, on peut plus caser même une prise USB. Je sais pas si tu peux mettre un connecteur USB de type C, c'est trop bien quoi. Un seul connecteur dans ton Mac. T'en as rêvé, un seul connecteur dans ton téléphone. Ouais, c'est quoi? Ah oui, d'accord. C'est de Lightning. Mais c'est pas le même usage. Attends, j'utilise pas le MacBook Air, j'utiliserai pas un MacBook Air pareil qu'un téléphone. Hein.
Je ne dis pas ça. Je dis juste que voilà, après aujourd'hui, on peut se contenter pas mal de monde se contente d'un appareil où il y a un seul connecteur. Tout le monde n'a pas forcément une galaxie d'appareils à brancher sur son ordinateur. La plupart des choses. Le MacBook Air, c'était ça. Rappelez-vous, en 2008, le lancement du premier MacBook Air, c'était aujourd'hui, on n'a plus besoin. Et le premier MacBook Air, il y avait un connecteur d'ALIM, un USB. D'accord, on n'allait pas très loin non plus. Hein. Et un connecteur vidéo. Et le concept, c'était, on prend l'appareil. Même pas de connecteur vidéo. Il n'y avait même pas de connecteur vidéo, je ne sais même plus ce qu'il y avait dessus. Non, c'est le mien, là. Il y a 2 ports USB, et il y a 2 ports USB, un Thunderbolt, et basta. Ah non, mais sur l'actuel, mais je parle du premier. J'ai le modèle, j'ai un vieux modèle, j'ai une antiquité, là, MacBook Air. Bah, le modèle de 2008, il y avait déjà... Non, il n'y a pas de Thunderbolt. Non, il n'y a pas de Thunderbolt, mais effectivement, mais j'ai pas d'HDMI par exemple sur celui-là. Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'HDMI, tout à fait. Et il y en a toujours pas, hein, sur le MacBook Air de 2008, donc il y avait quasiment qu'une connectique, et Apple Jobs avait dit, bah voilà, pour la vidéo, on a l'iTunes Store, plus besoin de lecteur DVD. Pour la musique, pareil. Pour installer des logiciels, bah, vous pouvez le faire par le réseau, et puis de toute façon, il y a l'App Store qui arrive, et puis voilà. Donc, voilà, the writing was on the wall, comme disait anglais. Donc, du coup, est-ce que ça a une pertinence ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je peux pas dire oui, ça a une pertinence ou non, ça n'en a pas. On sait qu'Apple a on dirait un peu l'angoisse de l'épaisseur de l'ordinateur. Donc ils sont, ça devient carrément voilà un truc, une obsession de faire des machines les plus fines possibles. À mon avis, c'est peut-être pas forcément toujours bien intéressant, mais bon, pourquoi pas. Donc après, on dit la machine aurait un USB type C, donc une nouvelle génération d'USB, connecteur universel d'USB. Hein, je le rappelle, depuis 15 ans, on a changé 20 fois de connecteur, mais c'est universel. et emmerdez-moi encore une fois sur le connecteur 30 branches de l'iPhone et de l'iPod, je vous le mettrai dans la tête celui-là. Donc l'USB, donc un nouveau type de connecteur, puisque l'USB 3, après tout, ça date qu'il y a 3 ans, donc on nous sort un nouveau type de connecteur. Réversible, oh génial, ça fait 2 ans qu'on le fait avec le Lightning, mais c'est réversible, c'est bien, c'est une bonne idée. Et qui ferait aussi l'alimentation, ça c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait du MagSafe? Parce que le MagSafe c'est quand même pratique, tu vas pouvoir se dire tiens, je branche un truc, et puis si je me prends des fils dans le fil... Le MagSafe, pour ceux qui ne savent pas, c'est le... J'étais en train de l'expliquer, non mais c'est le connecteur pour l'alimentation des portables informatiques. A priori, le connecteur MagSafe serait trop épais pour rentrer sur le MacBook Air 12 pouces en fait. Bah oui, donc en fait, c'était le cas pour l'ancien MacBook, ils l'ont affiné finalement, donc pourquoi pas. Ouais. En fait, Guillaume, pour reposer ma question différemment, c'est ce MacBook Air 12 pouces, il n'a de sens qu'avec un design complètement revisité. C'est ça que je voulais dire en fait. Bah, disons que ce qu'on annonce, ce qu'il les rumeurs disent qu'il y aurait effectivement un design revisité. Dans quelle mesure? On ne sait pas. Comme disait Coluche, écoute, le mieux, j'en sais rien. Le mieux, c'est que tu le répètes et je dirais surtout pas que c'est moi qui te l'ai dit. C'est à peu près ça, hein, c'est comme d'habitude. Mais après, on peut argumenter sur la pertinence ou pas. Le truc, c'est qu'Apple a un potentiel, si on regarde bien les bords du MacBook Air, ils ont le potentiel pour faire une machine encore un peu plus ramassée par rapport aux 11 pouces ou aux 13 pouces. Ils peuvent faire un petit peu mieux. Mais, et puis peut-être qu'ils vont faire une machine qui remplacera les 2 modèles. Hein. Il y a beaucoup de gens, quand même, tu parlais du 12 pouces, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore nostalgiques du PowerBook 12 pouces. Hein. C'est vrai. Donc, du coup, ça aurait un écran un peu plus grand. Moi, le 11 pouces, par exemple, ce sera plus la même machine, donc... Mais est-ce qu'à terme, le MacBook Air, parce que ce MacBook Air, il serait Retina, il serait 12 pouces, est-ce qu'à terme, il ne viendrait pas remplacer et le 11 pouces et le 13 pouces? Moi, je pense qu'à terme, il deviendra gazeux. Logiquement, oui. Vous savez quoi, il faudrait laisser parler Eli, parce qu'il vous écoute depuis un moment, et je pense qu'il a plein de choses à nous dire. Eli, qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, oui, ça a un sens, ça a du sens parce que le 11 pouces se vend un peu moins depuis qu'il y a les iPads. Le 13 pouces aujourd'hui, le MacBook Air 13 pouces est le best-seller parce qu'en rapport qualité-prix, c'est la meilleure machine de la gamme actuelle. Hein. Je parle rapport qualité-prix, hein. Je parle pas puissance, effet geek, etc. Maintenant, ma crainte, c'est s'il y a un 12 pouces, ça va impacter forcément les ventes du 13. Donc, à c'est pour ça que pour moi, à la fin, il y aura plus que le 12 et le 11 et le 13 vont partir. Ce qui va permettre à Apple de simplifier ses stocks et aussi. On a pas mal de questions. Alors le stylet convainc pas tout le monde. Hein. Gareth voit pas Apple se transformer en vendeur de stylet. Alors Gareth, Apple en 2006 on disait qu'Apple il n'avait aucune chance sur le marché de la téléphonie. Je m'arrêterai là. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un marché pour les stylets, tu vois pas. Jusqu'à ce qu'Apple sorte le high stylet. C'est vrai.
Non, mais moi, j'avance une hypothèse plus futuriste. Vous avez vu passer dans Patently Apple des choses sur un stylet. Moi, je les ai vues. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'Apple travaille aussi sur une interface 3D, puisqu'ils ont racheté une entreprise qui faisait des petits gestes comme ça devant la caméra pour faire un peu de la 3D. Et un peu comme une console Microsoft, comme une Xbox. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une interface gestuelle? C'est le premier capteur Kinect. Oui. Absolument. Et donc, un jour ou l'autre, il va y avoir de la manipulation 3D dans l'interface, hein, donc des gestes. Et pourquoi pas? C'est encore plus moderne qu'un stylo. Hein. Je suis pas d'accord du tout là-dessus. Bon, Parce que sur l'écran tactile, ils n'y sont pas allés. On a bien vu qu'ils ont voulu faire du tactile et pour ça, ils ont sorti Magic Trackpad. Et du coup, l'interface 3D où tu as effectivement les bras face à l'écran, c'est marrant 2 minutes. Moi, j'ai un truc qui fait ça, mais c'est... comment ça s'appelle? Je sais plus son nom. Ouais. Voilà, le Leap Motion, c'est sympa. Tu l'utilises 5 minutes et puis au bout d'un moment, t'as mal au doigt et tu fatigues, t'as mal au bras, t'en peux plus et tu fais autre chose. Donc c'est sympa pour le côté gadget, c'est très, très bien techniquement, hein, ça voit bien les doigts et tout, mais je trouve pas que c'est un intérêt après pratique réellement sur le... Est-ce que la question c'est voilà, est-ce que l'interface 3D, le contrôle à la Minority Report c'est intéressant ou pas? Ouais, ça fait déjà une démo technique, est-ce que ça a vraiment une pertinence après l'utilisation? J'en sais rien. Tu penses qu'ils ont racheté la boîte juste pour emmerder Microsoft? C'est possible. Faire quelque chose. Ça, non, c'est possible. Non, mais pour acheter des brevets, attends, Elie, tu rigoles, mais je saurais ce qu'ils pourraient disposer des brevets, point. Et pas être emmerdé, après, en cas de problème, boum, ils gardent les brevets de leur côté. Hein. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui aussi. Hein. Alors, les amis, on n'est pas là pour remuer du vent, on est là pour se mouiller. Et donc, la même manière que pour l'Apple Watch, si on parle allez, on va dire, si on considère qu'il y a d'une part un iPad 12 pouces en préparation et de l'autre un MacBook Air 12 pouces, lequel vous voyez arriver en premier et voilà, selon quel calendrier? Sur quoi vous miseriez? Le MacBook Air 12 avant. Et quand? Ça peut être bientôt, ça peut être... Oui, avant Pâques, en tout cas avant l'Apple Watch. Avant l'Apple Watch? Oui, on ne pas mélanger. Oh si. Ah, ça c'est le cœur qui parle, c'est pas forcément la raison, Elie. Non, c'est parce qu'Apple a besoin de produits ce trimestre et que si l'Apple Watch arrivait très tard dans le trimestre, il faut bien quelque chose pour générer du revenu. Ah oui. L'année dernière, ils n'ont rien annoncé avant la WWDC. Hein. C'est vrai, mais traditionnellement, dans ce trimestre, Apple a toujours annoncé des portables. C'est un trimestre à portable. Les MacBook Pro ont toujours été annoncés janvier-février, toujours. Bon, ça va faire plaisir à Marie-Claire, parce que Marie-Claire, Pro Retina, il a été annoncé en juillet. Oui. Non. Oui, je sais. Mais faut pas chercher là-dessus. Alors, moi, j'ai cette catégorie, faut pas chercher de règles. À un moment, on disait, ouais, mais les iPhones, ils les lancent pendant les WWDC. Après, ils sont mis à les lancer à la fin de l'année, parce que finalement, c'était peut-être mieux pour au niveau marketing. L'année dernière, nous a annoncé un iPhone 6 finalement pour mars, mais il est quand même sorti en septembre au final. Donc, ils sortiront quand c'est prêt, quand ça semblera pertinent économiquement. C'est pour ça que je vois pas le MacBook Air 12 pouces sortir avant au moins la WWDC. Je pense que le MacBook Air 11 et 13 se vend toujours bien, quoi. Donc la WWDC, c'est la conférence développeur Apple qui a lieu généralement début juin à San Francisco. Donc Grégoire mise sur le mois de juin au plus tôt. Et c'est vrai qu'en même temps, je suis assez d'accord avec Ellie, Apple a toujours besoin quand même de produits qui vont tirer ses revenus vers le haut. L'année dernière, ils en ont pas eu. Hein. Bah oui, mais c'est pas forcément. Ça fait 2 ans. C'est pas forcément une année à reproduire. Ça fait 2 ans, mais je pense que tu vois, là, ils vont annoncer les résultats. Ils vont annoncer les résultats de l'iPhone 6 pour ce trimestre. Là, je pense qu'ils vont sur un joli petit nuage pour quelques temps. Et je pense que l'iPhone 6 continue de très bien se vendre, donc ils n'ont pas grand-chose à craindre. D'accord. Bon, je pense qu'on va refermer cette petite page consacrée à l'Apple Watch, à l'iPad Pro 12,9 pouces et au futur possible MacBook Air 12 pouces. En tout cas, c'est une machine qui nous fait envie parce que c'est vrai que le MacBook Air est déjà une super bécane et c'est vrai que si elle est revisitée, voilà, si ça correspond un petit peu aux photos qu'on a vues, aux images plutôt photoréalistes qu'on a vues sur Internet, ça pourrait donner un produit. Moi, pas du tout. Pas du tout, toi? Non, moi non plus. Non, parce que je vais t'expliquer un truc. Ça vous fait pas envie? Moi, il me faut un 15 pouces.
Moi aussi. Je travaille pas sur du 13 pouces. Attends, j'ai essayé même le 11 pouces, je rêvais à l'époque de sa sortie. Et en fait, non, je préfère largement la puissance et le grand écran du 15 pouces qui est quand même très léger aujourd'hui et qui est une belle bécane. Enfin, le Retina, je trouve que c'est une machine magnifique. Il n'y a rien à lui reprocher quasiment. Ouais, écoute, tu sais, tu parles à un possesseur de 17 pouces, donc une antiquité, Guillaume. Autant te dire que quand je vais devoir m'en séparer, ça va me faire très très mal. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que je suis toujours en attente de nouvelles d'Apple pour une prise en charge de la réparation de mon MacBook Pro, lui aussi victime du fameux bug des cartes graphiques Nvidia, puisque c'est un MacBook Pro 2011 et la class action en Amérique du Nord est en train de progresser. Je ne veux pas payer les 650 € de réparation, je tiendrai jusqu'au bout et ce sera Apple qui paiera les réparations de mon MacBook Pro. Voilà. Avec guerre, si je vous écoute. Continuons le combat. Voilà. On va passer au sujet suivant. Merci Ellie. Mais non, j'en fais une question de principe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y avait déjà 20 000 signatures sur une pétition à la fin 2014. Voilà, il faudrait vraiment qu'Apple, dans certains cas, accepte que certains de ses produits soient problématiques. Et donc, dans ce cas-là, il faut assumer sa responsabilité. Et je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas céder et je ferai partie de ceux qui se battront pour ça en Europe s'il y a moyen de le faire un de ces jours. Voilà, on va s'aérer un peu les idées. On va partir du côté de la Chine à présent. Vous savez que... À pied, j'espère. Oui, alors donc, à la semaine prochaine, Guillaume. Trop fort. Salut, on va partir du côté de la Chine. Vous avez sans doute vu ces images qu'on trouve sur la homepage du site d'Apple Chine, avec la façade étonnante de cet Apple Store qui ouvre samedi. Et d'ailleurs, cet Apple Store va être l'objet de la question du jeu de notre partenaire dans quelques instants. Donc soyez prêts, puisqu'il y a un très beau cadeau de chez Mobi, le Magic Numpad. Vous voyez cet artiste chinois, alors très connu, hein, c'est une star, hein, Wang Dongling. C'est lui qui a créé cette façade constituée de... J'allais dire de hiéroglyphes. Non, pas du tout. D'idéogrammes. Voilà, d'idéogrammes. C'est quelqu'un qui a quand même fait 3 ans de chinois hein, qui vous dit ça, donc j'ai honte, mais voilà. C'est la fatigue. Hiéroglyphes, c'est chez les Égyptiens, Benjamin. Voilà, merci. Je le savais, hein, mais voilà. Des fois ma langue fourche. Voilà, c'est l'occasion de vous dire qu'il y a quand même, il y aura quand même 15 Apple Store en Chine d'ici la fin de l'année et qu'il y en aura 40 en 2016, donc 25 ouvertures prévues sur les 3 prochaines années. Voilà, ça va être un des nouveaux flagships, comme dit Apple, ce magasin de Hangzhou. Alors j'espère que vous avez votre atlas à portée de main, que vous êtes prêts avec votre Twitter, parce qu'il va falloir dégainer, être très rapide dans quelques instants. La Chine, c'est vraiment, Tim Cook l'a dit, hein, ça va devenir le premier marché mondial pour Apple. C'est pas nouveau. Hein? Pas nouveau, ça fait longtemps qu'ils attaquent et on le voit bien sur les mises à jour système. Depuis 3-4 ans, à chaque fois qu'il y a des grosses mises à jour, ils annoncent alors voilà tout ce qu'on fait pour tout le monde. Et puis, pour la Chine, on a un petit panneau rien que pour vous. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est les grosses nouveautés. On va mettre des moteurs en plus, on va mettre des trucs chinois, vous allez adorer. Voilà. Par contre, la pomme Apple en rouge, c'est nouveau. Hein. Normalement, la pomme Apple en rouge, ça faisait un petit moment qu'on la voyait plus. Hein. C'est vrai, c'est très juste, Ellie. Et donc, ça, c'est vous l'avez vu dans la vidéo, hein, c'est la façade de l'Apple Store de Hangzhou. Alors, vous savez quoi, on va faire tout de suite. On va tout de suite vous faire gagner le cadeau, le dernier cadeau en jeu. Donc, on se retrouve dans un instant. Voilà, et ce cadeau, c'est un chouette cadeau encore de chez Mobi, c'est le Magic Numpad. Alors c'est une idée toute simple, hein. Vous avez un Magic Trackpad et il vous manque un clavier, comment on dit numérique. Ça, Ellie? Voilà, un clavier numérique pour taper les chiffres, vous savez. C'est tout simple, vous avez trois calques, on va dire, avec les touches, et puis un petit bout de soft que vous installez sur votre Mac et qui transforme votre Magic Trackpad en pavé numérique. Alors pour gagner ce Magic Numpad, allez, on va vous faire jouer, on va rigoler pour une fois. Est-ce que vous pourriez nous donner en kilomètres la distance entre Hangzhou et Pékin? Voilà.
Twitter, iWeek TV. Google Maps, bonjour. Voilà, c'est pas évident à trouver, hein. C'est bon. En pouce chinois. Faites attention, hein, Apple Maps, il va pas vous emmener au bon endroit. Hein. Non, pardon. La distance. Oh, c'est méchant ça. En plus, ça améliore vachement Apple Maps. La distance en kilomètres. Alors, Apple Maps et Siri en ce moment, quand même, ça s'améliore vachement. Bon, on acceptera plusieurs réponses selon les sources, mais voilà. La distance en kilomètres entre Hangzhou et Pékin, on va faire des progrès en géographie. Avec le hashtag iWeekTV sur Twitter, vous gagnerez donc ce Magic Numpad de chez Mobic. On remercie encore pour son soutien à iWeek depuis le mois de septembre, depuis l'IFA. Voilà, on tourne cette page et on se retrouve dans un instant pour la deuxième moitié de iWeek en direct sur Watch TV. Voilà, iWeek, la suite. Alors, il y a pas mal d'actu finalement. Je pensais qu'on ferait beaucoup plus court sur le début de l'émission. Voilà, il est 40, donc il nous reste un gros quart d'heure pour passer en pas mal de sujets. On va rester dans l'univers strictement Apple avec une nouvelle recrue chez Samsung. Vous avez peut-être vu ça ces dernières heures. C'est un ancien collègue de Johnny Ive qui a été débauché par Samsung pour reprendre en main le design de Samsung. Bon, bah voilà, ils sont allés taper pas n'importe où. Hein. Bah, en même temps, il y a un peu de travail. Hein. Oui, mais alors que veux-tu dire par là? Ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré avec le Galaxy Alpha et la nouvelle gamme Galaxy A qui est plutôt assez jolie. Mais sur le Galaxy S5, il y a beaucoup de travail. Faut pas se mentir. Écoute, le problème, c'est que chez Apple, c'est une des rares sociétés au monde où avoir un vice-président du design. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre bien à quel point le design fait partie du cœur de l'expérience et des produits et de l'entreprise. Et s'ils mettent quelqu'un en disant ouais c'est bien, on a récupéré un gars, il a bossé avec Johnny Ive, c'est pas mal, mais que derrière, il ne donne pas les pleins pouvoirs pour faire vraiment le travail d'un Johnny Ive chez Apple, qui lui est capable de vraiment donner des directions, ça mènera à rien. Il faut bien voir que si vous voulez, un truc important à comprendre, c'est que le retour d'Apple dans les années 80, à la fin des années 90, début 2000, quand ils ont lancé l'iMac, c'était un moment phare, et c'est le moment surtout où Steve Jobs est arrivé en 97, donc quand il a pris les rênes d'Apple en 97-98, c'est le moment où il a décidé que c'est bien, mais on avait des super designers, mais en fait, il y avait les électriciens, les gens qui faisaient l'informatique, toute l'ingénierie électronique qui faisait la machine, et puis les designers, après, ils devaient se démerder pour faire une coque autour de la carte mère. À partir du moment où l'iMac est arrivé, Jobs a dit ok, on va faire cet ordinateur-là. Les designers ont dit il sera comme ça, et puis les gars électroniques ils disaient mais on va jamais y arriver. Puis Jobs leur disait si on va y arriver. Mais comment on va faire? On va y arriver parce qu'on va le faire. Voilà, point. Et ça aurait pas été possible. Et une grosse partie du retour d'Apple n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu un mec à un moment pour dire le design c'est fondamental dans cette boîte et on va remettre ça en avant. Et il y a un gars qui va être le vice-président du design. Donc c'est pour ça que c'est bien que Samsung dise on prend des grands noms du design, mais tu sais, tu peux prendre le meilleur mec qui fait du design, tu peux prendre un mec qui a un grand nom du design comme Stark, et puis il te fait une box, et puis c'est pas la meilleure box du monde. Hein. Juste, Elie, un détail intéressant à savoir. Oui, on en avait parlé d'ailleurs quand on avait parlé de la biographie de Jonathan Ive. En fait, ça s'est joué à quelques minutes parce que en fait, Steve Jobs était très pressé de réorganiser Apple. Oups, je coupe. Oui, tu peux dire qu'on est occupé. Oui. Oups. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, quand le téléphone sonne, tout sonne en même temps. L'ordinateur, la tablette, c'est incroyable. C'est un peu l'enfer. Tu sais, à Roland Garros, je crois que c'est Jimmy Connors qui avait répondu comme ça sur un des premiers portables à l'époque. Le téléphone avait sonné dans le public, il avait demandé à ce qu'on lui passe le téléphone, il était sur le cours central, il avait décroché, il avait dit qu'il était occupé, qu'il rappellerait plus tard. Voilà. Donc tu es un peu notre Jimmy Connors en fait, Elie. Bah écoute, c'est une bonne référence, je l'aimais bien. Donc pendant qu'on rigole, je l'ai mis en mode avion. On peut un peu rigoler des réponses du jeu, puisqu'on a 2, 4, 6 réponses, il n'y en a pas une seule qui donne le même chiffre. Hein. Je sais, ça m'amusait. J'espère que tu connais la réponse. Il n'y en a pas une seule qui donne le même chiffre. Donc bon. Alors, dis-nous, en fait, sur cette histoire du design, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Steve Jobs voulait réorganiser Apple très très vite et
il n'était pas du tout convaincu de l'importance du design et en fait, il était décidé à virer cette équipe qui d'ailleurs avait déménagé, n'était pas au campus et il a fallu une interview. En fait, il est allé voir l'équipe de Jonathan Ive, décidé à les virer tous. Et en discutant avec lui, il a complètement changé d'avis, ce qui prouve quand même qu'il était capable de le faire, parce que à un moment donné, les gens disaient que quand il avait une idée en tête, il ne changeait jamais. Et s'il avait viré toute l'équipe, il y aurait peut-être jamais eu les produits qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, cette nouvelle recrue chez Samsung s'appelle Lee Don-tae. Il a 47 ans. Il vient de chez Tangerine, qui est l'agence où travaillait Johnny Ive avant de partir chez Apple. Et donc il répond désormais directement au grand patron de Samsung en Corée. Qui doit compter évidemment sur lui pour redresser la barre, parce que ça va pas très fort, Grégoire, chez Samsung depuis un an. Non, c'est pas facile. Alors, faut dire qu'ils ont eu un lancement pour le Galaxy S5 qui a pas été. Enfin, ils ont eu des ventes du Galaxy S5 qui ont été en dessous de ce qu'ils espéraient. Et ils ont gardé quelques cartons sur les bras. Ça s'est un peu amélioré avec le Galaxy Alpha justement qui a été annoncé en août et qui vraiment a marqué un grand changement chez Samsung et notamment en termes de design, c'est-à-dire que voilà, c'était le premier téléphone Samsung que presque tout le monde trouvait beau, quoi. Et donc voilà. Il a eu énormément de succès, le Galaxy Alpha. Ouais. Et donc le successeur, le Galaxy S6, doit être annoncé dans un mois à Barcelone, donc à Barcelone, Congress. Oui, à Barcelone. Mais évidemment, Lee Don-tae n'aura pas eu son mot à dire puisqu'il vient d'arriver, donc voilà, ça fait longtemps. Non, mais les rumeurs, on en parlait tout à l'heure avec Grégoire, les rumeurs disent que le Galaxy S6 aura Touch ID, ce qui est quand même... Ah, dis donc. C'est l'équivalent de Touch ID. Oui, il y avait déjà un capteur d'empreinte, comme disait Grégoire aussi avant l'émission. Qui faisait pas grand-chose. Voilà, qui n'était pas. Il y en avait un qui marchait pas forcément très bien. Qui n'était pas aussi efficace, voilà. J'aime ton air de l'euphémisme, Grégoire. Bon, on va revenir en France. On va revenir en France avec une info qui concerne ceux qui sont consommateurs de livres sur l'iBook Store, puisque les prix vont augmenter. Les prix des livres, alors en France sur l'iBook Store, mais aussi dans tous les pays de l'Union européenne, puisque on change de système en fait. Jusqu'au 31 décembre, Apple bénéficiait du taux de TVA en vigueur au Luxembourg, qui était super réduit à 3%, et depuis... Et c'est terminé. Voilà, depuis le 1er janvier, elle doit appliquer la TVA propre à chaque pays et le taux de TVA est très très variable. Moi, je l'ai découvert là en lisant le papier. 5,5% c'est le taux réduit en France, mais il y a 27% de TVA par exemple sur les livres en Hongrie. Donc forcément, dans certains pays, l'augmentation va être dure. Alors, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'au départ, Apple avait annoncé que les éditeurs prendraient à leur charge l'augmentation de la TVA. En fait, non. Non, c'est nous qui allons prendre la hausse à notre charge. Voilà, donc voilà. Sachant qu'Apple prend déjà 30% de commission sur toutes les ventes qui sont faites via le kiosque, via l'Apple Store ou via l'iBook Store, demander aux éditeurs de prendre en charge la hausse de la TVA, un peu compliqué. Ouais. Mais c'est Apple en même temps. Ouais, c'est bon. Vous savez quoi, les amis, vu qu'il nous reste une dizaine de minutes, on va prendre une dernière info, on va dire de chaude de la journée, et puis on va passer au CES pour quand même avoir le temps de vous donner quelques infos du salon, donc et tourner cette page. La dernière info du jour, on va dire chaude, elle concerne un sujet qui désormais m'est totalement étranger, alors que j'étais très 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 au courant au début de l'iPhone. C'est le fameux jailbreak. Et le jailbreak d'iOS 8.1.1 ou .2 est désormais disponible. Mais alors, sous quelles conditions? Est-ce que vous avez vu un petit peu comment ça se présente? J'ai entendu dire qu'il valait plutôt mieux éviter, moi surtout, mais bon. Ah oui, mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que pour faire court, en fait, le jailbreak, alors pour l'instant, n'est vraiment possible que depuis un PC sous Windows, donc bon. Si vous êtes ça y est, il y a une équipe qui l'a annoncé sur Mac. Oui, mais tu as vu que le soft n'existe qu'en chinois pour l'instant. Oui, absolument. Voilà, donc ce qui limite quand même pas mal. Mais tout le monde parle chinois couramment. En France, en tout cas. Et puis, excusez-moi, mais moi, je serais pas très tranquille à l'idée de déverrouiller mon iPhone en injectant un logiciel en chinois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, non? Oui, tu te rappelles qu'on en avait parlé par rapport à ces équipes Pangu, etc. Exactement. Moi,
tant que le jailbreak, et j'en ai fait quelques-uns, venait des États-Unis avec des gens en plus qu'on connaissait, qui étaient des développeurs. Moi, je connaissais personnellement 4 ou 5 personnes de la dev team, hein, donc j'avais rencontré. Bon, les États-Unis nous espionnent certainement avec la NSA, mais ça, on le sait depuis longtemps. Mais l'idée que maintenant, c'est une équipe chinoise qui injecte quelque chose en chinois dans le téléphone et on ne sait pas du tout ce qu'ils vont en faire, qu'est-ce qu'ils vont récupérer comme info. Je n'ai jamais jailbreaké un iPhone avec un jailbreak provenant de Chine. Ouais. Peut-être je suis trop méfiant, mais j'ai jamais jailbreaké un voilà. iPhone, basta. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a plus beaucoup de sens, je trouve, mais maintenant, il y a sans doute encore des fans. Hein, c'est moins intéressant aujourd'hui, Guillaume. Non, c'est moins intéressant. À part, si on veut se dire, allez, tiens, le principal intérêt, c'est de dire, je vais pouvoir pirater les applications, youpi. Mais à part ça, bon, si vous êtes assez rat pour pas vouloir acheter une application à 1 euro. 1 euro, ouais, exactement. Et oui, il y a un dernier détail important, c'est que si vous risquez d'installer ce jailbreak en chinois, il y a une case qu'il faut absolument décocher, sinon l'installeur vous installera d'office l'App Store chinois pirate qui s'appelle 25pp. Voilà, donc je vous dis. Oui, mais on sait ce que veulent les gens de l'autre côté. Oui, mais en chinois, tu crois l'App Store chinois pirate? Non, faut être sérieux. Bon, on va être sérieux. C'est pas mal. Hein? C'est pas mal, non, c'est bien. Hein, c'est une certaine idée de la confiance, on va dire. Exactement. Bon, on va marquer une toute petite pause, allez, 5 secondes, et on se retrouve pour parler du CES de Las Vegas. Le CES de Las Vegas, c'était sur Watch TV du 6 au 9 janvier. C'est terminé depuis donc une dizaine de jours et on va revenir sur quelques annonces qui concernent quand même d'assez près l'univers Apple. Grégoire, on va commencer par un disque dur de chez LaCie. LaCie continue de miser sur un design... Un très beau disque dur. Ouais, assez étonnant toujours, hein. Le Mirror, alors voilà, comme d'habitude, ils ont fait appel à un grand nom du design et le résultat est... C'est Christophe le nom. Hein? C'est Christophe le nom. Alors c'est Pauline Deltour. Mais je ne sais pas si elle travaille chez Christophe. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu mentionner. Donc, concrètement, c'est un disque dur qui a dont vous voyez, la façade est en verre Cornilla. Donc en fait, c'est un miroir, quoi. Ah, super. En clair. Oui, non, il est vraiment très joli, ce disque dur. Il est vraiment très beau. Après, c'est vraiment une question de philosophie. Est-ce qu'un disque dur est un objet à exposer ou est-ce que c'est juste un rectangle qui doit servir à stocker des infos? Je vais donner mon opinion. Pour moi, c'est un utilitaire. Et à la limite, ça se cache et je ne veux pas en entendre parler. Et même, ça fait du bruit, ça m'agace et je le cache le plus loin possible. Non, enfin, le seul intérêt, moi, le produit que j'aime beaucoup chez LaCie, c'est les disques rugged parce qu'ils sont rembourrés et qu'effectivement ils évitent les chocs et que ils ont une meilleure durée de vie que les disques que tu mets dans un boîtier plastique de daube. Ça, c'est clair, j'ai testé sur le terrain depuis quelques années. Donc les rugged sont vraiment bien. Après, le design, c'est miroir, c'est Napleton, machin. Oh, rien à battre. Les disques durs dans les deux dents, c'est les mêmes. Si l'alimentation, par contre, elle a pas une bonne tenue, si derrière t'as pas des bonnes performances générales, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais. Donc à deux disques identiques, moi je prendrais le moins cher. Mon avis de technicien. Bien sûr. Prenez le disque le moins cher, avec un boîtier, même à la limite, je dirais pas forcément le meilleur boîtier du marché. Assurez-vous juste que les performances sont bonnes. De toute façon, les disques durs qui viennent de chez LaCie ou ailleurs, grosso modo, ça va être les mêmes constructeurs. Hein. Et regarde, j'ai pensé à toi. Tu vois ce que je te montre, voilà. Tu vois? Oui, très bien. Alors, la nouvelle version du Rugged en version RAID. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça j'aime bien. Voilà, c'est intelligent, on va dire. Voilà, il se cache bien, il est pas trop. Enfin, il est visible. On peut rappeler moi, ce que c'est un disque RAID, Guillaume, en 10 secondes. Un disque RAID, en fait, c'est un ensemble de plusieurs disques que vous regroupez ensemble pour faire un seul gros disque qui apparaît sur votre ordinateur comme un seul gros disque, avec soit plus de sécurité. Donc, par exemple, vous dites, tiens, j'ai 2 disques de 2 Tera, j'en fais un seul, mais comme si un disque tombe en panne, l'autre, il continue de tourner et vous perdez pas vos données. Soit vous dites, non, je fais un seul gros disque de 4 Tera, mais là, par contre, si vous avez un disque qui lâche, vous perdez tout. Voilà. Bon, j'ai fait 20 secondes, je suis désolé. Non, c'est bien. Et tu as vu que le monsieur, il a mis ses gros doigts pleins de sable et tout, et ça n'a pas cassé le disque. Pas mal. Ouais. Pas mal. Par contre, moi, le mec, il met les doigts sur mon portable, je lui fous une baffe directe. Voilà, c'est le Rugged RAID de LaCie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, alors, je vais couper un peu Vous avez encore le volume? Un truc intéressant du CES, qu'on rigole. Un truc intéressant du CES? Allez, hop.
Allez hop, on est tous un peu fans de ces batteries externes qui viennent nous sauver quand on n'a plus de batterie, notamment sur nos smartphones et nos tablettes. Alors ce modèle est intéressant parce que contrairement à ce qui est indiqué, il ne charge pas l'iPhone 6 en un quart d'heure. Il le charge en 1 heure, mais la batterie elle-même se recharge 4 fois plus vite qu'une batterie de secours standard, puisque on va dire l'entrée électrique est en 20 volts au lieu d'être en 5 volts sur une batterie standard. Donc en 1 heure, vous avez une batterie pleinement rechargée. C'est quand même du 11 200 mAh, je crois, pour le gros modèle. Ah. Donc voilà, c'est pas mal, et ça vaut plus très cher, hein, les batteries comme ça. Ça vaut quelques dizaines d'euros. Oui, c'est ça. Hein, à partir de 15 euros, aujourd'hui, on peut avoir une batterie externe. Ouais. Oui, Ellie. En fait, tu as les officiels à 80 euros comme celle-là, mais aujourd'hui sur Amazon, tu trouves des coques iPhone 6 avec batterie qui recharge pour 20 euros. Hein. Donc, c'est pas les marques qu'on voit habituellement, par contre, mais elles versions marchent pirates. très très bien. Ouais. Méfiance des versions pirates que vous pouvez acheter sur internet, de coques par exemple style Mofi qui vend des coques à un certain prix. On trouve des fois le moitié prix sur internet, mais ce sont des versions pirates qui n'ont pas la garantie et qui posent problème beaucoup plus rapidement souvent. Alors justement à propos de ces coques avec batterie intégrée, alors là on est sur le site de CNET. Voilà, l'un des exemples c'est ce Phone Suite Elite pour iPhone 6. Voilà, particularité. Il est couplé avec une app qui permet de régler à partir de quel moment la batterie dans l'étui commence à recharger l'iPhone. Voilà, c'est intéressant. Alors les coques, moi j'utilisais beaucoup ce type de coque-là à une époque. Par contre, ça vous fait un gros téléphone, il faut aimer. Moi ça me dérange pas forcément, mais le problème c'est que quand vous changez de téléphone, il faut changer la coque. C'est vrai. C'est des gros défauts. C'est vrai. Et du coup, moi je préfère avoir maintenant un chargeur externe séparé. Oui, moi j'ai fait pareil que Guillaume. J'ai un petit chargeur externe qui marche partout. Ouais. Voilà. Sinon, l'avantage c'est que ça marche avec l'iPod, l'iPhone, tu changes le câble, tu mets la 3DS que tu veux, ça charge. Ouais. Tu citais Mofi à l'instant, Guillaume. C'est quand même, ça reste la marque de référence pour ce produit-là. Bien sûr. Non, mais moi j'en ai eu pendant longtemps, j'étais très satisfait. Ça marche très très bien. C'était des bons produits. Et finalement, l'épaisseur, je trouvais pas énorme par rapport, le surcroît. Alors, j'ai pas regardé les dernières années. Moi, ça fait quelques années que j'utilise plus. C'est vrai parce que je suis passé à un autre système. Mais après, non, ils ont fait des trucs qui sont vraiment sympas. Oui, tout à fait. Alors juste avant de se quitter, parce qu'il nous reste 2 minutes, je voudrais quand même féliciter et remercier tous ceux qui ont essayé de participer au jeu concours Mobi pour gagner. Je crois que la meilleure réponse, c'est quand même entre 1000 et 2000, ça dépend quoi on regarde. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on va examiner, parce qu'en fait il n'y avait pas de bonne réponse, c'était une blague pour la dernière. On va examiner juste vos tweets avec Ellie, avec Guillaume, avec Grégoire. On va juste choisir celui qui nous fera le plus rire, et donc l'auteur de ce tweet gagnera le Magic Numpad que vous recevrez dans les prochains jours. D'ailleurs, je tiens à vous dire, vous qui avez participé au jeu depuis la rentrée, que les produits mobiles et cadeaux sont partis à la fin de la semaine dernière, quasiment tous sauf un qui ne tient pas dans aucun carton, donc on est en train de trouver une solution, mais en tout cas ils sont en train d'arriver chez vous, donc c'est bon, tu vas la recevoir, ta Tesla, mon gars. Voilà, exactement, la Tesla et chez Colissimo, voilà, tout va bien. Il la recevra jamais, c'est bien. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, faut pas non, c'était pas chez vous quand on est passé. Non, mais c'est avec accusé de réception, donc il n'y a pas de problème. On sera prévenu en cas de défaillance des services postaux. Bon, voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. C'était vraiment très sympa de vous retrouver. C'était trop bien. On en refait une autre quand tu veux. Trop bien, mais oui. Et puis voilà, ça faisait trop longtemps avec Noël, avec tout ce qui s'est passé au début de l'année. Je peux faire juste un truc super urgent. Oui. À Paris, la Goldo exposition avec des artistes qui ont fait des trucs sur Goldorak. Il y a l'affiche derrière. C'est Galerie Sakura à Paris. C'est top. Allez-y. J'y suis allé. C'est la semaine dernière. C'est super chouette. Allez-y. Jusqu'à quand? Jusqu'à je sais pas quand, ils ont 2 galeries. Avant c'était dans une galerie, ils ont déplacé maintenant, c'est une autre galerie, pas de Bercy. Donc il n'y a pas toutes les œuvres qu'il y avait sur la première parce qu'il y en a qui ont été vendues, mais c'est super chouette. J'ai mis des photos, je vais mettre des photos sur mon blog, je pense que c'est vraiment super chouette. Eh ben génial, merci Guillaume, merci à tous les trois. Je salue Ellie du côté de Nice, on te souhaite du soleil et plein de bonheur et de bonnes choses pour 2015. Salut Grégoire.
À très vite, à très vite. Et puis moi je vous dis à demain soir pour Broadcast Time avec l'ami Fabrice Arad et à mardi prochain 20h toujours en direct sur Watch TV pour la suite de l'actu Apple en direct. Salut à tous et très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Ciao. Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.